Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la preview de Paris-Nice, la course au soleil, le premier grand rendez-vous World Tour de la saison avec la première course par étape qui traditionnellement part de Paris, alors des alentours, pour se terminer à Nice sur la promenade des Anglais. Donc aujourd'hui pour m'accompagner une super équipe, peut-être même une Dream Team à la Jumbo-Visma en période de classique. Tout d'abord pour m'accompagner, il a fait une entrée aussi fulgurante, peut-être aussi impressionnante que Dylan Van Baarle pour ses débuts. C'est Titien qui a l'honneur d'être avec nous. Salut Titien, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, super content de nous retrouver ce soir pour parler de la première grosse course par étape de l'année. Donc c'est un vrai plaisir, Paris-Nice, on s'ennuie jamais. Donc très content. Et puis je vais essayer de pas faire comme Dylan Van Baarle, parce que Dylan Van Baarle, quand il parle, quand il part en course, en tout cas, il s'arrête plus, on le revoit plus. Donc voilà, il y a plein de choses à dire, mais je vais essayer de rester concret et court. Voilà. Ouais, c'est vrai que cette première course de la saison, elle est excitante quand même. Hein. On l'attend vraiment Ah ouais, avec impatience. Mon deuxième coéquipier, donc pour former un trio qui va vous accompagner ce soir, chers auditeurs et auditrices. Il a pu compter parmi les seconds couteaux, mais il s'est tiré son épingle du jeu, notamment parfois des attaques dans le dernier kilomètre à la tige bénote. C'est Antoine. Salut Antoine, comment vas-tu ? Salut, écoute, ça va très bien. Comme Titien, très heureux de pouvoir parler de cette course d'une semaine magnifique qui est Paris-Nice. Et puis voilà, plein de beaux coureurs, plein de belles étapes dont on va pouvoir parler. Et bien, hâte de pouvoir commencer. Et sans plus attendre, avant de passer à l'édition 2023, quand même, j'allais pas débuter l'émission sans vous refaire un petit quiz, parce que je crois que Antoine, Le quiz. t'as une petite revanche à prendre. Donc, J'en ai plus qu'une, voilà. J'en ai une dizaine, je pense. Ouais, mais là, la dernière, il va falloir essayer de se rattraper. Donc, 3 questions On pour va vous tout départager, messieurs. Première question, je veux le nom d'un coureur. Qui est le dernier coureur à avoir fait le doublé la même année, Paris-Nice, Tour de France ? Euh, Contador, Non, Wiggins. non, Chris Froome, non, Geraint Thomas. non plus. euh, Ah, Bernal. Ouais, Bernal. Ah mais oui. Bernal 2019. Bernal 2019. C'est vrai que quand j'ai recherché la question, je l'avais un peu oublié. J'aurais pensé à Thomas ou Wiggins ou autre, mais non. C'était bien Egan Bernal en 2019 qui avait remporté Paris-Nice devant Nairo Quintana et Michel Kwiatkowski avant de s'imposer sur le Tour 2019 qu'on a bien sûr tous en mémoire. Évidemment. Deuxième question les gars. Donc 1-0 pour Titien. Ok. Qui est le dernier vainqueur français de Paris-Nice ? Jalabert. Ouais, Jalabert. Oh là là. Jalabert. Il avait gagné 3 fois de suite déjà. 95, 96, 97. Donc ça remonte quand même. Ça fait 26 ans qu'il n'y a pas eu de vainqueur français sur Paris-Nice. Il y a eu quelques deuxièmes places, quelques troisièmes places, mais même plus de podium depuis Arthur Vichot en 2014. Donc ça commence Arthur Vichot. un petit peu à dater. Et oui, alors que sur les Champion de France, mine de rien. double champion de France, Arthur Vichot. Double champion de Eh France. oui, eh oui, eh oui. 2-0 pour Titien. Malheureusement, la dernière question ne vaut qu'un point, mais Antoine, tu peux toujours sauver l'honneur. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors ça va nous faire rentrer tout doucement dans l'édition 2023. Combien de Danois et de Slovènes ont déjà gagné Paris-Nice ? 2. Il faut donner le nombre de chaque. Ouais. 2, Faut non. donner le nom avec? Enfin, en fait, je veux le nombre total. Ok. De Slovène et de Danois? Ouais. Non. Un seul? Non. Ouais. Un Slovène et un Danois, non? Non plus. Ah! Non, excuse. Antoine, t'as donné la bonne réponse. Un seul, oui. C'est Ok. ça. C'est Roglic l'année dernière. Ah mais oui, mais oui. Voilà. En plus je pensais même pas à lui, je l'avais complètement sorti de ma tête, Roglic. Ouais, et moi aussi, parce que j'étais parti sur 0 au début, et puis en fait, je me suis dit, mais non. Il y a Roglic. Bon
Voilà, tu as sauvé l'honneur. Bravo, félicitations Oh, Antoine. let's go, let's go. Un point. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer aux choses un peu plus sérieuses avec la présentation du parcours de Paris-Nice. Et pour ça, je vais te laisser la parole, Titien, pour que tu nous présentes un petit peu le programme qu'a concocté ASO aux coureurs. Et ben ouais, donc Paris-Nice, effectivement, ça part dimanche prochain pour arriver le dimanche d'après, donc sur la promenade des Anglais. Alors Paris-Nice, traditionnellement, ça part de l'ouest parisien, ça a souvent été à Issy-les-Moulineaux. Et puis dernièrement, on était plutôt du côté de Trappes, et cette année, ce sera le cas, puisque... Alors j'en parle bien parce que c'est là-bas qu'est ma famille, donc j'y suis souvent dans ce coin, mais ça part de La Verrière, voilà, c'est une boucle autour de La Verrière, dans la vallée de Chevreuse, première étape de Paris-Nice. Donc une étape de près de 170 km. Une étape intéressante pour une première étape de Paris-Nice pour deux raisons. Déjà, c'est pas tout plat. La vallée de Chevreuse, pour bien connaître, alors on est loin des étapes de montagne, ou même de moyenne montagne, mais c'est des petites côtes avec quand même quelques pourcentages et ça va un peu jalonner pendant toute l'étape. Donc, à mon avis, il peut se passer du mouvement, il peut se passer des choses. Et il y a une dernière petite côte là d'1 kilomètre à 7%, environ 6 km de l'arrivée. Donc voilà. Et deuxième élément, c'est que ça va tourner sans cesse. Et qui dit que ça tourne forcément, il peut y avoir du vent. Donc attention, une première étape piégeuse, comme le fait si bien Paris-Nice ces dernières années. Donc on va tout de suite être dans le bain dès dimanche prochain. Donc voilà, première étape. Attention, c'est dur de dire que c'est pour les sprinteurs parce que on le sait sur Paris-Nice, des étapes comme ça, souvent il se passe des choses et c'est jamais un peloton groupé qui arrive. Donc à voir. Deuxième étape, Bazainville-Fontainebleau. Alors là, pour le coup, il y a beaucoup moins de doutes. Il y a peu de changements de direction, donc à voir, soit le vent souffle dans la même direction toute la journée, soit dans ce cas, ça restera une étape sans risque de bordure. Et en tout cas, c'est une étape toute plate. Donc on pourrait bien ici avoir le premier sprint massif de ce Paris-Nice. Et puis derrière, on va arriver sur deux étapes alors, qui sont déjà décisives, et c'est peut-être la différence avec les autres années où Paris-Nice se joue à coup de seconde. On peut imaginer qu'avec le nombre d'étapes décisives qu'il y a cette année, il se passe plus de choses, mais on en parlera après. En tout cas, on arrive sur la troisième étape entre Dampierre et Dampierre. Donc, c'est un contre-la-montre par équipe de 32 km. Alors, contre-la-montre par équipe, vous connaissez forcément la discipline, mais on va dire que celui-ci est original et très spécial, puisque, en fait, donc, le principe va être le même que les contre-la-montre par équipe. Chaque équipe part avec tous ses coureurs groupés. Simplement, comme vous le savez, traditionnellement, c'est le quatrième coureur de chaque équipe sur une équipe de 8 sur lequel est pris le temps. Donc les équipes ont intérêt à rester groupées. Et cette année, alors, c'est une toute nouveauté, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça va être intéressant. Contre-la-montre pour lequel le temps du premier coureur de chaque équipe va être pris. Donc voilà, ça va pouvoir donner lieu à plusieurs stratégies. Même de chaque coureur. Oui, le temps de chaque coureur qui va compter. Individuellement. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que celui qui finit à 30 minutes, il finira bien à 30 minutes. Et donc, en tout cas, les leaders ont intérêt vraiment de finir avec le premier de leur équipe. Donc, voilà, on en reparlera après, mais ça risque d'être très, très intéressant. Et puis ensuite, nouvelle étape décisive. Et voilà, on arrive directement dans de la difficulté entre Saint-Amand-Montrond et la Loge des Gardes. Une étape plutôt plate dans sa première partie. Et puis ensuite, ça va plutôt bien monter, puisqu'on va enchaîner des difficultés, alors des difficultés certes pas très pentues au début, mais plutôt longues, une difficulté de 6 km à 3%, ensuite une autre d'après également près de 8 km à 3% de moyenne, pour tout doucement arriver vers la montée finale, celle de la Loge des Gardes. Alors plus qu'une côte, on est carrément dans un vrai col, puisqu'on est quand même à 6,5 km de montée, à près de 7%, donc pour la première explication au sommet de ce Paris-Nice. Voilà, sur une montée qui est relativement, on va dire, étroite. Voilà, donc ça risque d'être très intéressant. Et déjà, dès le mercredi soir, on devrait avoir des enseignements. Étape 5, Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Paul-Trois-Châteaux. Et ben écoutez, ici, on pourrait avoir la deuxième explication massive entre sprinteurs, puisque même s'il y a quelques petites côtes très peu pentues, on va dire, globalement, l'étape est sans grande difficulté. Donc, en tout cas, si les sprinteurs ont une vraie deuxième étape à cocher, ce sera celle-là. Étape 6, donc celle du vendredi, Tourves-la-Colle-sur-Loup. Alors là, c'est peut-être typiquement l'étape pour les baroudeurs, pour tous ceux qui sont pas forcément assez bons grimpeurs pour
pour pouvoir accrocher les meilleurs sur le dernier week-end et puis également qui voilà, ne pourront pas profiter des étapes d'avant qui sont pas assez difficiles. Donc voilà, c'est pareil, les côtes qu'on retrouve sur l'étape ne sont pas forcément très compliquées. Pour autant, voilà, il y a quand même des côtes de près de 10 km à 4% de moyenne, donc de quoi en tout cas éliminer les sprinteurs. Et puis surtout, ce sera casse-pattes, c'est-à-dire que ça monte, ça descend toute la journée. C'est un terrain très difficile à contrôler pour les équipes. Donc voilà, vraiment, s'il y a des baroudeurs qui ont coché une étape, c'est sûrement celle-là. Et puis ensuite, voilà, on va s'acheminer vers le traditionnel week-end de Paris-Nice qui fait la décision, avec la 7e étape où on partira déjà de Nice pour aller au col de la Couilleule. Alors là, c'est une étape en deux parties. Tout d'abord, voilà, on a deux cols en fait en début et milieu d'étape, des cols qui sont plutôt longs, pas très très pentus, mais voilà, qui permettront d'user en fait pendant l'étape avant vraiment l'explication sur la montée finale du col de la Couilleule. Alors le col de la Couilleule, c'est quand même 15 km de montée, hein, à C'est plus de costaud, hein. 7% de moyenne. Donc voilà, c'est un vrai col en fait, hein. Donc à cette période de l'année, c'est une vraie difficulté. Et donc sûrement qu'il y aura une explication au sommet. Voilà. En tout cas, si les grimpeurs doivent cocher une journée, les purs grimpeurs, ce sera celle-là. Puis bah, on y arrive à ce que je trouve chaque année être une magnifique étape. Et, la formule est reconduite chaque année. J'en suis pour ma part très satisfait. C'est l'étape, la boucle autour de Nice. Il y aura une étape très courte, hein, un peu plus de 120 km, mais où il n'y a pas de plat en fait. C'est-à-dire que voilà, dès le kilomètre 20 et jusqu'à l'arrivée, ça monte, ça descend sans cesse. On connaît par cœur cette étape, on la retrouve chaque année. C'est l'étape où pendant des années, Contador attaquait à mi-parcours pour rattraper son retard et où il échouait souvent à quelques secondes. Voilà, c'est l'étape où Marc Soler Bassa Moniette lui reprend le maillot sur la dernière journée. C'est l'étape où l'an dernier, Roglic a failli craquer face à Yates encore une fois. Non mais voilà, c'est une super étape avec... on reprend la formule du Col d'Est de l'an dernier, c'est-à-dire qu'on va passer voilà, par un petit chemin et un versant du Col d'Est où il y a quand même un passage de près de 2 km à plus de 10% de moyenne. Donc voilà, très très difficile. Et puis la fameuse côte de Paye en plein milieu d'étape où souvent les grandes manœuvres se lancent. Donc voilà, un feu d'artifice et un bouquet final comme on connaît sur Paris-Nice. Et en tout cas, une étape qui n'a jamais déçu. Donc voilà pour le parcours de Paris-Nice. Eh ben, merci beaucoup, Titien, pour cette belle présentation. Effectivement, cette dernière étape, moi, c'est vraiment ma préférée, celle que j'attends à chaque fois. Et en plus, comme elle est courte, tu peux même te mettre dès le début du direct devant. Tu sais qu'il va se passer plein de trucs. Antoine, un petit avis sur ce parcours du Paris-Nice 2023? Ouais, bah écoute, le parcours me plaît beaucoup. Très très complet, on va pouvoir voir de nombreux visages. Moi, c'est l'étape, alors attends, je retrouve, c'est cette étape à l'arrivée à la Couilleule. Moi, j'attends beaucoup parce que bah, déjà, c'est l'avant-dernière étape, mais surtout, en fait, ce col, il m'a l'air vraiment super intéressant. Il est quand même assez long, il est quand même assez pentu. On peut avoir des beaux duels là-dedans et voilà, on peut commencer on va dire commencer, mais non, ça va plus être vers la fin. Mais on va avoir, je pense, des beaux duels dans ce col. Sinon, bah voilà, des belles étapes de sprint, des étapes aussi pour les baroudeurs. C'est vrai que parfois, on peut se dire qu'il en manque et qu'il y a beaucoup trop d'étapes de transition, mais là, il y a beaucoup d'étapes, enfin, il y a des belles étapes de baroudeurs et on va pouvoir voir là aussi de belles choses et de belles batailles, un peu comme on peut voir en ce début de saison. Et puis, bah oui, cette dernière étape autour de Nice, évidemment, on se souvient de celle de l'année dernière avec, entre guillemets, bah, Roglic qui a eu très très chaud. Donc ouais, franchement, un beau parcours et je pense de belles batailles dans ces étapes. Ouais, bah, je trouve que c'est un parcours assez classique en fait de Paris-Nice sur les dernières années, où il propose quand même de la variété avec des étapes pour sprinters, t'as des étapes exposées au vent, on n'est jamais à l'abri de bordures. Il y a cette arrivée au sommet sur la 4e étape là, à la Ouais, Loge des à l'âge des Gardes, gardes. où bah, les 7 km à 7%, ils vont quand même faire très mal. Et finalement, je me dis que pour les favoris, pour les coureurs qui vont jouer le général, il y aura vraiment, mis à part en gros la 2e et la 5e étape,
sur le reste, sur les 6 autres étapes finalement, il va falloir être à fond et hyper attentif toute la journée parce qu'il peut se passer plein de choses. Et ça, dès le premier jour, t'en as parlé en intro, du coup, forcément, parce que c'est la première étape, Titien. Cette première étape, elle peut être piégeuse. Il peut y avoir des groupes qui sortent, des baroudeurs. Donc, il va falloir faire vraiment très attention. Et aussi, contre la montre par équipe, moi, je suis assez curieux de voir comment est-ce que ça va se passer. Ça va être très intéressant, ça, parce que comme c'est un exercice auquel on n'est pas habitué avec ce temps pris sur chaque coureur. On peut imaginer qu'à la flamme rouge, il soit plus que 3 et puis qu'il y en ait un qui lance les 2 autres et puis le premier, enfin voilà, le leader finit au sprint, donc ou alors il y en a qui vont préférer rester le groupé le plus possible. Enfin voilà, ça va être intéressant d'étudier un Une petit sorte peu de train de 30 km, les quoi. différentes tactiques. Bah ouais, on sait pas. Alors je pense que t'as pas intérêt à faire un train, il faut que tout le monde se relaie, mais Oui, évidemment. c'est de la nouveauté, donc c'est intéressant à voir. Et puis bon, bah ce final, maintenant on est habitué aussi, hein, dur, bah voilà, pour les grimpeurs quand même, hein, même s'il y a une époque, c'était moins grimpeur. Maintenant, Paris-Nice, ils aiment bien nous mettre un vrai col en arrivée au sommet le samedi, avant cette traditionnelle et magnifique étape du dimanche. Donc bah voilà, sans grande surprise, mais plein de choses intéressantes. Baptistien, après avoir présenté le parcours, tu peux quand même donner ton avis maintenant. Ouais, moi je pense que c'est un parcours très dynamique, mais bon, Paris-Nice, c'est une course, on est rarement déçu globalement. Alors encore une fois, ça dépendra aussi pas mal du temps. Mais il y a, en tout cas, ce parcours est dessiné pour faire en sorte que voilà, il puisse y avoir quasi tous les jours des opportunités d'animer la course, de faire basculer la course. Donc c'est très bien. J'ai hâte de voir la première étape parce que voilà, je connais la zone. C'est une zone quand même bien vantée. C'est une zone voilà, pas facile, donc il peut se passer des choses. On dit souvent que Paris-Nice, ça se joue à la seconde. Cette année, j'ai du mal à voir ça. D'une, parce qu'il y a quand même moins. Voilà, entre la Loge des Gardes, la Couilleule, il y a vraiment 2 étapes qu'on peut dire qui sont quasi des étapes. Voilà, on est des étapes de montagne, hein. La dernière étape, forcément, qui va être très animée. Et puis, ce contre-la-montre par équipe. Alors, moi, je suis un peu. Alors, c'est sûr que c'est très attrayant. Et en plus, cette nouvelle formule, ça va forcément créer de l'émulation. On va tous regarder pour voir comment ça se passe, etc. À l'inverse, je trouve toujours l'intérêt assez limité d'un contre-la-montre par équipe sur une épreuve d'une semaine. Sur une épreuve de 3 semaines, je dis pas parce que voilà, c'est long 3 semaines, les écarts que crée le contre-la-montre peuvent se rattraper par-ci par-là. Sur une semaine, je trouve que ça va toujours donner, et je pense que ça va être le cas ici, un avantage aux très grosses cylindrées qui de toute façon ont déjà un avantage parce qu'elles ont les meilleurs coureurs et les meilleurs équipiers. Et je pense, je sais pas, un Kevin Vauquelin, par exemple, qui nous fait un super début de saison et qui pourrait nourrir des ambitions sur Paris-Nice. Bah, le pauvre, s'il arrive à être à moins d'une minute 30 après ce contre-la-montre sur un Pogacar ou un Vingegaard, il pourrait être satisfait. Donc voilà, dans tous les cas, c'est sûr qu'on va beaucoup prendre de plaisir à regarder ça. Et moi, comme vous, je suis très curieux de voir ça. Mais voilà, j'ai un peu peur que ça avantage déjà ceux qui sont de base avantagés. Voilà. Mais pour le reste, Mm. voilà, j'ai vraiment hâte de voir Paris-Nice. Et encore une fois, le parcours est très dynamique. On va pas s'ennuyer. Voilà, très, très satisfait. En soi, moi je vois ce que tu veux dire par rapport à ce contre-la-montre, mais est-ce que ça pourrait pas aussi, dans le sens inverse, favoriser justement des coureurs beaucoup plus offensifs? Je pense notamment par exemple des Godus ou des choses comme ça qui pourraient prendre du retard dans le contre-la-montre, mais du coup en fait t'es un peu forcé d'attaquer comme c'est une course, on va dire que d'une semaine, ça te force aussi un peu à attaquer pendant le reste de la course et pas notamment à te dire bah vas-y j'ai que 12 secondes de retard par exemple, je vais rester dans les roues jusqu'à l'étape 6 ou l'étape 7 ou alors jusqu'à l'étape 8 par exemple et tu gardes ton but c'est de garder les roues là, imaginons tu prends direct 30 ou 40 secondes, bah il va falloir que tu ailles chercher ces secondes là et pourquoi pas justement aller les chercher dans ce milieu de Paris-Nice. Oui, oui, non, non, mais c'est possible. Après, vu les fous furieux en ce moment qu'on a dans le peloton, je sais même Ouais. pas si des Godus ou tout ça auront l'occasion d'attaquer. Je pense que déjà suivre, ce sera une super performance. Donc, non, à voir. Mais c'est sûr que dans tous les cas, ça va ouvrir la course et après, on pourra plus se cacher, hein. Les Godus, encore, je pense que voilà,
pourra très bien limiter la casse dans cet exercice. Il a une bonne équipe quand même. Oui, Et oui, je pense qu'il y en a quand même qui vont devoir dire adieu à leurs ambitions c'est sûr. à la fin de ce chrono. Mais voilà, je pense qu'on va pas s'ennuyer, c'est sûr, et que ça va être un feu d'artifice quasi tous les jours. Ouais, ça va être intéressant à voir. Après, c'est vrai que il y en a que ça peut peut-être arranger dans le sens où s'ils avaient mis un contre-la-montre individuel, parce qu'en général, il y a toujours un chrono sur Paris-Nice, ils auraient peut-être perdu encore plus de temps. Godu, par exemple, peut-être qu'il perdra moins de temps sur un chrono par équipe que sur un chrono individuel sur Pogacar et Vingegaard. Donc, à voir. Je sais pas si. Moi, je trouve ça bien que ça soit certaines fois sur les courses à étapes d'une semaine parce que bah, ça permet aussi aux équipes d'en faire un peu plus, de s'entraîner un peu, qu'il n'y ait pas que une fois ou deux sur les grands tours. Donc voilà, puis enfin, après perso, je trouve que c'est très joli à regarder. Enfin, je trouve ça hyper impressionnant de voir à quelle vitesse ils vont, à quel point ils roulent hyper près. Et puis ouais, je m'éclate plus à regarder. Là, je parle purement en tant que spectateur pour le spectacle. Je m'éclate plus à regarder un chrono par équipe qu'un chrono individuel. Mais voilà, mais je pense qu'en tout cas, c'est bien qu'il y ait de la variété et que ce soit pas toujours la même chose. Donc Ouais. on va pouvoir passer maintenant aux favoris et surtout au duel qui s'annonce entre les deux derniers vainqueurs du Tour de France. Alors à un moment les trois derniers vainqueurs du Tour de France étaient annoncés, mais Egan Bernal qui a pas très bien débuté sa saison, fait l'impasse. On ne sait pas quand est-ce qu'il reprendra les courses, mais ça n'empêche que Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sont au rendez-vous de Paris-Nice. Donc c'est la première fois ils vont s'affronter en 2023. Après, on s'en souvient tous, leur formidable duel sur le Tour de France 2022. Euh, Brièvement, on va quand même raconter un petit peu leur début de saison. Pogacar, 5 jours de course, 6 jours de course, 4 victoires d'étape plus un général. En Espagne, il était sur la Ruta del Sol, et puis il avait gagné la Reine Paraíso Interior, vous avez vu un peu. Alexandre. Magnifique. Pour sa reprise. Donc bah déjà 5 succès pour Pogacar, voilà. Et Vingegaard qui a repris lui aussi en Espagne le week-end dernier au Gran Camino et 4 étapes. La première qui n'a pas pu aller à son terme à cause de chute de neige, mais c'est pas grave, il a remporté les 3 dernières et c'est adjugé le général. Donc 4 victoires possibles, 4 victoires pour le Danois. Ça annonce quoi en fait pour Paris-Nice à votre avis? Annonce du très lourd, ça c'est sûr et certain. Il y a deux coureurs là qui ont très très faim. Et malheureusement, Paris-Nice n'a pas une assiette assez grande pour les deux. Et il va falloir se battre pour avoir la plus grosse part. Je pense que là, dans ce duel-là, enfin, ça va être clairement. Je pense que ça va être hallucinant de voir quel point les deux vont comment dire, exploser la course. Ils vont être vraiment les deux seuls dans cette course, je pense. Alors après, peut-être que je m'emballe un peu, mais au vu de leur début de saison, je le vois comme ça. On voit sur les courses qu'ils font que bah, leur objectif, c'est de gagner tout ce qu'ils peuvent quasiment. Pogacar, je sais plus quelle étape c'était, mais quand il est contre Enric Mas par exemple, je trouve qu'il gère vachement bien son final, comme il sait le faire en fait. Donc après, Vingegaard a une très bonne gestion de course aussi, mais ça va être très intéressant de voir la gestion de course de la part de ces deux hommes. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était sur une course de 3 semaines, donc la gestion n'est pas la même que sur une course d'une semaine. Donc je pense que ça va pas mal se mettre de grosses pétées, si on peut dire ça comme ça. Je pense que ça va attaquer à fond dans les montées où il faut attaquer. Et bah voilà, ils vont se battre pour les deux premières places. Il n'y a aucun suspense là-dessus, hein. Ils vont faire un et deux, à moins d'avoir une défaillance technique ou de tomber malade ou ce genre de choses. Mais ils feront un et deux et je pense qu'ils vont nous offrir quand même un très beau duel, je pense. Ouais, je suis tout à fait d'accord, hein. Je pense qu'il y aura pas de suspense, hein. On parlait des autres qui pouvaient les attaquer, etc. Je pense qu'il y aura pas, enfin, voilà, il y aura deux courses, hein. Il y aura la course pour la victoire entre les deux fous furieux là, et puis il y aura la course pour le podium derrière. Mais clairement, ils sont un ton au-dessus. Ça se voit depuis le début de saison. Les deux, ils font une razzia. Voilà, je suis totalement d'accord que ça va être super excitant. Et puis,
Et puis il y a un enjeu quand même, c'est qu'à mon avis, ça va être leur seule course commune par étape avant le Tour de France, de ce qui est prévu de leur programme. Donc ça va quand même donner une tendance, quoi. Et celui qui perdra, bah, il partira avec une course de perdu face à l'autre dans l'année. Et je pense qu'il y a un Ouais. des deux quand même qui a un petit peu plus à perdre que l'autre, c'est Pogacar. Pourquoi? Parce que Pogacar, mine de rien, c'était censé être un peu l'alpha sur les courses par étapes. L'année dernière, il voit que il y a un os qui l'attendait pas forcément à ce niveau. Et imaginons que là, il perde de nouveau face à Vingegaard sur Paris-Nice. Ça va peut-être commencer à trotter dans sa tête, quoi, et à se dire, ah ouais, sur les courses par étapes, en tout cas, il y a peut-être un mec là qui est. Puis Vingegaard, sur le chrono par équipe, là, je regarde l'Armada Jumbo pour le contre-la-montre, hormis Olaf Koy, qui pourra peut-être faire 2 kilomètres à fond au sprint. Derrière, ça va aller très très vite entre les Rohan Dennis, entre les Tobias Foss, les Steven Kruijswijk, etc. Ça va envoyer du bois. Non, franchement, on va avoir un super duel. J'ai hâte parce que ça va délivrer quelques réponses. Voilà, je pense que on va se régaler. C'est des mecs qui n'ont pas peur d'attaquer, hein. Franchement, préparez-vous parce que ça va être un vrai feu d'artifice en montagne. Et justement, donc gros duel en perspective. Je pense que tout le monde, pardon, est d'accord là-dessus. Où est-ce que ça va se jouer à votre avis? Où est-ce que la différence va se faire entre les deux? Parce que on a parlé du parcours tout à l'heure. Il y a quand même beaucoup d'occasions. Ça peut être une bordure en début de Paris-Nice. Il y a des arrivées au sommet. Il y a ce contre-la-montre par équipe où il y aura forcément un qui va prendre l'avantage sur l'autre. Il y a cette dernière étape qui peut tout renverser. Comment est-ce que vous imaginez un petit peu le scénario de cette semaine du coup? Bah, comme Titien l'a dit, il y a ce contre-la-montre par équipe. Même si Pogacar est très fort en contre-la-montre, enfin, là où il excelle, c'est le contre-la-montre individuel. Et l'Armada Jumbo, je la vois bien, moi personnellement, aller gagner ce contre-la-montre par équipe. Et du coup, mettre un peu Vingegaard, pas forcément sur orbite, mais dans les meilleures dispositions pour arborer la suite du tour. Enfin, de Paris-Nice. Mais après, je pense que c'est pas ça qui va faire peur à Pogacar. Au contraire, ça va lui donner des envies, des fourmis dans les jambes. Je sais pas vraiment où ça peut jouer en fait. Déjà, première étape avec l'arrivée enfin, quatrième étape avec l'arrivée à la Loge des Gardes, on peut déjà avoir de belles choses. Je pense pas que dans cette étape on aura des gros écarts. Il y aura sûrement, ça va être un peu comme la dernière au sommet, je crois, à Otakam, si je dis pas de bêtises. Non, je sais plus si Otakam, où les deux suivent et au final c'est dans les 300 derniers mètres que ça se règle et Pogacar gagne sur le sprint. Non, c'était Je à pense Péragude, Péragude, ok, bah pardon. Et autant pour moi. je crois, hein. Euh, Oui, parce ouais, qu'Otakam, possible. c'est l'étape de Van Aert. Oui, c'est l'étape de Van Aert, oui, c'est ça. Pardon. Et du coup, je pense que ça va pas forcément jouer dans cette étape-là. On va voir, en fait, enfin, dans l'étape 4, c'est là où on va voir que c'est les deux plus forts. Je pense que là où ça va vraiment se régler, c'est dans cette étape 7, avec cette arrivée à la Couillole. C'est là où la différence va être faite pour moi. Euh, Enfin, là, pour moi, c'est cette étape-là qui va montrer une différence entre les deux. Je saurais pas dire maintenant lequel des deux pourrait gagner, parce qu'ils ont toutes les deux les mêmes cartes en main pour le faire. Peut-être, entre guillemets, léger avantage à Vingegaard par rapport au contre-la-montre, mais est-ce qu'on peut vraiment l'affirmer maintenant? C'est pas encore sûr. Il faudra être dans Paris-Nice pour voir, mais voilà, ça va commencer à jouer à la couillole pour moi. Enfin, ça va beaucoup jouer à la couillole. Mais l'étape 8, en les connaissant les deux, s'il y en a un qui a 1 minute ou 1 minute 30 de retard sur l'autre, bah, ça va continuer à s'attaquer à la dernière journée, hein, ça va y aller jusqu'au bout. Et voilà, on se souvient de Vingegaard au Granon, il attaque et puis ça pédale, ça envoie, ça se retourne pas, ça fonce. Enfin, on peut tout voir, donc attention à cette étape 8 aussi. Donc en vrai, franchement, ça commencera à jouer dans le contre-la-montre et ça se finira à l'étape 7 et à l'étape 8. Enfin, en tout cas, avec eux deux, ça jouera jusqu'au bout, ça c'est sûr. Ouais, je partage. Alors pour moi, théoriquement, Vingegaard a quand même un avantage sur ce Paris-Nice et il est plus favori que Pogacar pour moi, de par ce contre-la-montre, Ouais. effectivement. Je pense que Jumbo va faire une vraie différence. Enfin, ils ont une équipe de fous furieux pour ça. Depuis le début de la saison, là, on voit qu'ils sont revenus depuis quelques jours et que ça va très très bien pour l'équipe. Je, je-
malgré le fait que Pogacar aura des coureurs comme Tim Wellens ou Trentin, voilà, je pense que ça va perdre quand même du temps sur le contre-la-montre par équipe. Et puis derrière, voilà, peut-être qu'on va assister à un remake de ce qui s'est passé au Tour de France l'année dernière, c'est-à-dire Pogacar qui va nous mettre le feu tous les jours. En tout cas, je pense que dans ce sens-là, c'est mieux parce que je pense que Pogacar, c'est un coureur plus apte à mettre le feu que Vingegaard. Voilà. Mais en tout cas, théoriquement, je vois un avantage pour le coureur de la Jumbo. Après, voilà, Paris-Nice, il y a des aléas tout le temps, hein, les bordures, les chutes, les crevaisons, la nervosité, tout ça, le temps aussi. Par contre, Pogacar, je pense que lui, il préfère les météos bien fraîches du début de saison. Et s'il fait moche, alors lui, par contre, il peut être très très fort. Donc voilà, théoriquement, léger avantage Jonas. Mais voilà, on peut rien prédire avant un Paris-Nice, donc il y a plus qu'à être à dimanche et voir un peu comment ça va se dérouler. Ouais, je partage ton avis, Titien. C'est vrai que moi, en voyant le parcours, je me suis dit, oh, bah ok, là, la Jumbo, ils vont tout faire péter. Et après, la différence de niveau entre Pogacar et Vingegaard, bon, on peut pas trop l'évaluer en ce début de saison, forcément, même si bah, ils ont pas couru l'un contre l'autre. Donc c'est difficile. En plus, la concurrence était quand même pas folle hein, au Grand Camino hein, où Jonas explose tout le monde. Pogacar, il a quand même un peu plus de concurrents sur la Ruta del Sol avec Landa, Mas, Rodriguez, Buitrago, même si c'est pas, bah voilà, c'était pas Roglic ou Vingegaard ou autre. Euh, donc ça, on peut pas tellement savoir, mais c'est vrai que ce côté mauvais temps qui est toujours probable début mars en France, même quand on va vers Nice, ça avantage à fond Pogacar. Et on sait que bah, Vingegaard, il aime quand il fait chaud. On l'a vu l'été dernier sur le Tour de France. Et lui, les conditions difficiles, c'est pas là où il va faire forcément les plus grosses différences. Donc ça rééquilibre, je trouve les forces en présence, mais c'est sûr que moi, le scénario que j'imagine, en tout cas, c'est eh ben, la Jumbo qui prend le pouvoir après le contre-la-montre par équipe, et puis Pogacar qui fait, bah voilà, qui attaque, qui tente de très loin aussi, je pense, sur les, bah peut-être pas sur la 7e étape avec l'arrivée au sommet, mais en tout cas sur la 8e, et puis même avant, il peut tenter quelque chose. Je pense qu'il y aura quand même moins de pression parce que c'est Paris-Nice et que c'est pas le Tour. Déjà, quand c'est le Tour, il n'hésite pas. Donc, c'est sûr que ça va, s'il y a ce scénario-là, ça va embellir la course encore plus. Mais ouais, c'est assez dur quand même de sortir un qui va être plus fort que l'autre. Donc, bah, on verra, on verra. Mais bon, on parle beaucoup des deux grands favoris. Mais est-ce qu'il y a d'autres coureurs qui vont pouvoir les bousculer? Et si vraiment ils pourront pas les bousculer, eh ben, quel candidat est-ce qu'on a dans cette course au podium à la 3e place, on va dire? Ah, des candidats, il y en a quand même. Cette course à la 3e place, elle va être très intéressante. On a les deux Français dont on reparlera un peu plus tard. Il y a, bah, premier nom là, qui me vient en tête, c'est Matteo Jorgensen, qui réalise un super début de saison lui aussi. Jorgensen, on l'avait vu sur le Tour l'année dernière, il avait été vraiment, vraiment très très bon. Il n'avait pas gagné de victoire d'étape malheureusement, mais franchement, il avait tout le mérite d'en gagner une. Donc voilà, cette année, il a peut-être des choses à prouver sur Paris-Nice. C'est une course qui peut lui convenir. Il y a on sait que c'est un Jorgensen, enfin, je trouve que c'est un bon rouleur malgré tout. Il y a des avantages évidemment du contre-la-montre qui peut lui faire mal. Après, parmi les outsiders, bah, il y en a qui ont Juste, aussi. je te coupe, vous avez vu que Jürgensen, ils sont allés le mettre sur le Newsblad et sur Kurn Bruxelles Kurn le week-end dernier. Ouais. C'est, je sais pas, j'ai Ah, peut-être pas trop justement pour s'entraîner compris. à ça, hein, je sais pas. J'ai pas trop compris. Ouais, mais Après, c'est quand même un bon rouleur. Moi, je trouve, franchement, c'est un bon rouleur, Jorgensen. Il y a pas à dire. Tu sais, si ça monte un peu, des ouais, petits. mais d'accord, mais c'est soit tu t'en fais un coureur par étape et puis bah il fait le Tour d'Oman, il se repose pour Paris-Nice et puis après Hmm. sur le Tour, soit t'en fais un classique man, mais je trouve que, enfin ouais, moi ça m'a énormément surpris. Peut-être c'est une demande de sa part, je sais pas. J'en Moi, je sais pense qu'ils rien. ne savent pas comment remplir l'équipe, en fait, hein. Ouais, Peut-être, ouais. c'est peut-être Un ça peu parce qu'il y de avait caisse. beaucoup de courses le week-end dernier aussi. Je me le suis Oui, dit à un oui, et moment. puis t'es quand même un mec puissant et tout, donc ils se sont dit, voilà, ça peut faire quelque chose, hein. Je pense qu'ils essayent de le tester aussi, mais souvent ces équipes-là, ils remplissent comme ils peuvent, hein. C'est possible, ouais. Enfin, ça me paraît pas idiot. Mais en tout cas, ouais,
un coureur que j'ai hâte de voir sur ce Paris-Nice. Voilà, il a des choses quand même à prouver. Ça peut être intéressant pour lui d'aller se battre pour cette troisième place. Il a toutes les capacités pour le faire. Dans les autres noms qu'on va citer, franchement, il a rien à envier à ces autres noms. Et puis voilà, c'est un bon grimpeur aussi. Il a fait un super début de saison, donc il est en confiance. Attention, bah, du coup, par rapport au week-end dernier et aux courses qu'il a enchaînées, attention à voir s'il a autant de jus que les autres. Mais en tout cas, Matteo Jorgensen courra à suivre en outsider, ça c'est sûr. Ok. Titien, est-ce que toi, t'as des coureurs que t'as ciblés? Bah, moi, j'ai ciblé un mec qui, pour moi, va être le troisième homme en fait de ce Paris-Nice. Ce sera Daniel Felipe Martinez, parce que déjà, c'était le troisième homme du Paris-Nice de l'année dernière, qu'il vient de remporter le Tour d'Algarve, et puis surtout qu'il fait partie d'une équipe Ineos, à mon avis, qui va très bien le protéger sur le plat, qui sera également très forte en contre-la-montre par équipe. Euh, donc voilà, tout ça vient. Enfin, Martinez, il s'est roulé, il s'est grimpé. L'année dernière, c'était un des seuls qui a pu attaquer Roglic, hein, dans la Colmiane, ouais, dans le dernier col qui était la Colmiane, je crois, l'année dernière. Sur l'avant-dernière étape, la dernière étape, il était encore très fort, hein, il avait failli mais vraiment mettre à mal Roglic, et puis il avait crevé dans une descente. Donc non, clairement, Martinez, c'est un coureur de course d'une semaine. Très bon grimpeur, très bon puncher, avec une équipe qui le protégera. Je le vois clairement comme le troisième homme de ce Paris-Nice. Voilà. Ok, et ben moi je vais parler de Simon Yates quand même, parce qu'il nous avait fait un super Paris-Nice l'année dernière. Il a déjà fait 2 fois deuxième de cette course. Alors là, ça va être compliqué de faire mieux, voire aussi bien si Pogacar et Vingegaard n'ont pas de soucis. Mais ouais, c'est une course. Alors on n'est jamais à l'abri forcément, hein, d'un petit trou d'air. Simon, on sait qu'on l'aime bien ici sur cette émission aussi pour ça. Mais non, il a été costaud pour sa rentrée en Australie. Alors après, le petit, que ça va être son équipe pour l'entourer, donc il risque de perdre, par exemple sur Martinez, beaucoup de temps sur le chrono par équipe. Donc après, à voir comment est-ce qu'il peut rattraper ça. Mais je pense que c'est un gars, même s'il a du retard et qu'il se sent bien, il aura pas peur de tenter quelque chose, de profiter de cette dernière étape pour grappiller du temps. Donc ouais, moi je vois bien Simon Yates en troisième homme pour la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres noms comme ça que vous auriez envie de citer rapidement? Ouais, bah Nelson Poles, Ouais. qui gagne l'étoile de Bessèges aussi. Il finit deuxième sur l'arrivée au sommet lors de la quatrième étape. Enfin, sommet, voilà. Voilà, il a peut-être sa carte à jouer aussi. C'est un coureur qui est plutôt bon. L'année dernière, on l'avait aussi, lui, comme Jorgensen, on l'avait vu sur le tour. Il a fait de belles choses. Donc voilà, Nelson Poles, pourquoi pas essayer de jouer de ce qu'il sait faire, quoi. Enfin, c'est un très bon coureur, je pense, pour aller jouer peut-être la troisième place. Faut voir. Faut voir. Alors, je le trouve un peu, peut-être un cran en dessous de ce qu'on vient de citer, mais intéressant à suivre, je pense, Nelson Poles. Ok. Titien, un nom comme ça en plus? Ouais, dans la lignée de Nelson Poles. Alors moi j'en ai deux. Un qui a bien bataillé et ferraillé avec Paoles cette année, c'est Mathias Kjelmose Yes. Mm. de l'équipe Trek, qui est très bon rouleur, très bon grimpeur. Voilà, donc effectivement, alors ce sera dur d'aller chercher la gagne, hein, évidemment, Mm. mais il m'a l'air d'être un coureur qui est régulier, voilà, qui gère bien ses efforts. Donc un top 5 m'a l'air dans ses cordes. Mais alors il y a un nom, les gars, on est totalement passé à côté. Et pourtant, c'est le coureur peut-être qui a fait la plus grosse impression depuis le début de l'année. C'est Kobe Gossens qui est prévu sur ce Paris-Nice. Et s'il nous fait le même numéro qu'il nous a fait fin janvier, ils peuvent trembler les deux cadors, hein. Donc attention à lui, hein. Allez, c'est la grosse cote de Titien. Voilà. Il c'est, l'a, il l'a dit. c'est noté, ça aura été dit ici quand il aura remporté 3 étapes. Voilà, on le saura tous. On le saura tous. J'ai aussi vu en regardant la start list que Maximilian Charman prenait le départ. C'est quand même double vainqueur et pas si vieux que ça en 2020 et 2021. Mais alors depuis, c'est quand même hyper compliqué pour lui. L'année dernière, il était pas là, quoi. Il a eu quelques soucis justement sur Paris-Nice, et après, ouais, sa saison s'est jamais lancée. Il a fait un Tour de France où il a été totalement inexistant. Donc voilà, on sait jamais.
On sait jamais, mais On sait bon. jamais. Sur un malentendu. Ouais, un gros là, je pense. Il faut un gros malentendu pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais ben voilà, en tout cas, en voyant, en fait, je l'avais presque oublié. Et en voyant son nom, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, double vainqueur quand même. Bon, bah sinon, il y a quand même sur Paris-Nice, qui est une course par étapes française, messieurs. On a quelques Français qui pourraient peut-être lutter dans cette Les course petits podium. Français. Il y en a quelques-uns. Il y a deux noms, si je peux dire ça comme ça, deux noms, moi, qui me ressortent directement. C'est Gaudu et Bardet, évidemment. C'est les deux gros noms français du peloton. Pour moi, Bardet, il a rien à prouver sur ce Paris-Nice. Voilà, il est beaucoup plus proche de la fin de sa carrière que du début. Il est là, pas forcément. Enfin, je sais pas s'il est vraiment là pour faire un résultat. Enfin, moi, s'il fait pas de résultat Bardet sur cette course, ça me choquera pas. En tout cas, par contre, si Gaudu, pour moi, si Gaudu n'est pas troisième, ça me choquera un peu plus déjà. Ça me ferait un peu mal parce que Gaudu, il a dit lui-même hein, qu'il trouvait qu'il était plutôt en forme là en ce début de saison, que le résultat qu'il avait obtenu sur l'Ardèche, c'était un résultat qui lui convenait. Il était le plus fort avec Alaphilippe et malheureusement au sprint, bah, c'est Alaphilippe qui a gagné. Mais voilà, Gaudu, il a beaucoup de choses à prouver. Il a surtout, j'ai envie de dire, beaucoup de détraqueurs contre lui, si je peux dire ça comme ça. Je trouve que Gaudu, c'est un coureur dont on attend beaucoup. Un peu, on le prend un peu comme le nouveau Pinot, quoi. La FDJ, le petit français, voilà, qui arrive, etc. Même si ça fait longtemps qu'il est là, mais on attend quand même beaucoup de lui. Et moi, j'attends beaucoup de lui sur ce Paris-Nice. Je l'attends pas non plus à rivaliser avec Vingegaard et Pogacar, ça, évidemment que je le vois pas à ce niveau-là. Mais voilà, franchement, je pense que Gaudu il a toutes les cartes en main et toutes les capacités en fait pour être troisième. Enfin, si Gaudu n'est pas troisième du Paris-Nice, je serais vraiment déçu de lui. Moi, je partage totalement ton analyse. Je pense qu'il en a clairement les moyens. Il m'impressionne Ouais. bien là, sur les deux, sur ce week-end. Il a été très très fort. Euh, il devrait limiter sur le chrono avec une équipe FDJ qui est toujours assez bonne dans l'exercice. Là, il y aura Stéphane Kung, donc voilà, qui Ouais. pourra le biberonner jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc là où j'ai peur, c'est qu'il devrait quand même perdre un peu de temps sur un Martinez, par exemple. Mais pour moi, effectivement, ouais, avec Martinez, c'est clairement le coureur que je vois lutter pour le podium. Et alors, je dis pas que je serais hyper déçu, mais je l'attends clairement, oui, pour être vraiment peut-être le meilleur grimpeur juste derrière Ouais. les deux fantastiques, on va dire. Donc, non, ouais, clairement, Romain Bardet, effectivement, une pour le général, ça risque d'être compliqué, effectivement, parce que l'équipe DSM, j'ai du mal à l'avoir réalisé un super chrono par équipe. Et puis ensuite, voilà, je pense qu'effectivement, il a rien à prouver. Et Romain Bardet, typiquement, il va se faire plaisir sur la dernière étape, par exemple. Il adore ça, les étapes un peu comme des classiques, là, les étapes toboggan. S'il fait mauvais temps, en plus, il devrait être bien. Voilà. Et puis moi, j'attends également, en termes de français, j'attends un coureur comme Kevin Vauquelin, hein, faut qu'il Mm. confirme un peu finalement ce qu'il nous montre depuis le début de l'année. Il était quand même très, très, très fort, hein, cette année. Donc, je l'attends pas pour le général. Franchement, ce sera quasi impossible avec le chrono. Mais clairement, je l'attends pour être parmi peut-être les 7-8 meilleurs de ce Paris-Nice en termes de niveau. Et peut-être pourquoi pas aller chercher, voilà, si l'occasion se présente, une victoire d'étape. On sait qu'il a une petite pointe de vitesse aussi. Donc voilà, moi je vais le suivre attentivement. Voilà, c'est un coureur sur lequel je mets beaucoup d'attentes. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que tu fais bien d'en parler. Moi, je voulais aussi en parler de Kevin Vauquelin parce que il avait fait un gros début de saison l'année dernière. Je me souviens d'un très beau Tour d'Oman. Après, il avait été assez régulier, hein. Il avait fait des bonnes places au Tour du Luxembourg où il termine deuxième. Voilà, sans être flamboyant. Il avait fait beaucoup de courses en continental. Et là, je trouve que sur ce début de saison, il a encore franchi un palier, notamment avec cette victoire c'est première victoire professionnelle d'ailleurs au Tour des Alpes-Maritimes et du Var où il remporte une étape et le général où il a été hyper costaud. Il faut pas oublier qu'il a que 21 ans ce garçon. Et moi je pense vraiment moi je l'attends je l'attends dans le top 10 en fait. Je pense qu'il a largement les moyens, alors sans mettre une pression inutile parce qu'il a quand même pas beaucoup d'expérience en World Tour et on sait que ça roule pas pareil quand même dans les pelotons.
mais il peut, enfin voilà, il peut largement espérer le top 10. Et moi, j'aimerais bien justement qu'il joue le général pour s'habituer déjà à jouer le général contre des gros costauds, à essayer de, bah voilà, sur l'étape de la couilleule, essayer de tenir le plus longtemps possible avec les favoris, d'apprendre à gérer du coup une montée de colle quand c'est, bah voilà, quand c'est dur comme ça. Donc ça va être intéressant. Puis bon, je suis d'accord avec vous. Après, Bardet, à mon avis, il va y aller sans pression. Peut-être essayer de remporter une étape. Paris-Nice, ça lui a jamais trop souri. C'est pas maintenant que ça va changer, en tout cas pour le général. Donc pourquoi pas voilà, tenter quelque chose. Et c'est vrai que cette dernière étape, elle pourrait... sur un bon coup bien senti, un peu de réussite, il peut aller en chercher une. Et puis ouais, Gaudu il doit faire absolument la course au podium. S'il n'est pas dans le top 5, c'est que c'est vraiment voilà, C'est raté, hein. c'est que c'est loupé. Ouais, c'est Ouais. ça. Après, en fonction des circonstances de course, podium pas podium, ça peut se Oui. jouer à pas grand chose, mais il doit être dans les 5 premiers, en tout cas vu ce qu'il nous montre depuis plusieurs mois. Donc ouais, ça va être intéressant de les suivre. On va les avoir les 3 du coup sur des registres un petit peu différents. Mais ouais, vraiment, je pense que Vauquelin, il y a un truc qui peut se passer. Il va vraiment être à suivre. C'est hyper intéressant son profil. Donc moi, c'est un coureur qui m'emballe bien. Ouais, il y a peut-être Hugo Page aussi. Ouais, et bah tu te fais bien de parler du gopage parce que on allait passer au sprinter. Oh, la transition Justement, parfaite. oh là là, trop fort, trop fort. Les sprinters, donc on a noté quand même, alors 2 étapes Beaucoup de noms. pour les sprinters, la deuxième et la cinquième. La première, c'est quand même un gros point d'interrogation. On sait pas trop à quoi elle va ressembler cette étape, mais pourquoi pas. En tout cas, on n'est pas à l'abri d'une arrivée groupée, même si c'est pas un peloton et un sprint massif. Bon, on a noté à peu près une dizaine de noms. Question simple, qui va dominer les sprints selon vous? C'est dur. Ouais, c'est dur à savoir. Moi, Ah je mais sais il faut se que... mouiller, il faut se mouiller. Je sais pas si c'est vraiment mouillé, mais je dirais quand même Tim Merlier. Il m'a beaucoup impressionné là sur l'UAE Tour. Il fait 3 victoires, il gagne le classement général du sprint. Il gagne aussi une victoire sur le Tour d'Oman. Franchement, il est vraiment très très fort en ce début de saison, Tim Merlier. Euh, à côté de lui, il y a quand même d'autres noms, mais je les trouve pas forcément un peu en dessous, mais je trouve qu'en ce début de saison, c'est lui le meilleur de tous les sprinteurs qui sont alignés sur Paris-Nice. Je suis encore une fois bien d'accord avec Poppy. Je pense que Tim Merlier, c'est le favori en tout cas d'une étape comme la deuxième étape. Il devrait être très bien. Et par contre, Mm. je pense que et je mets une petite pièce sur Arnaud Delis, premier leader de Paris-Nice. Voilà, parce que je Oh, pense que l'étape 1, pour le coup, nerveuse, avec des petites montées, mais pas ouais. très compliquées. C'est punchy, franchement, voilà. Et je le vois très bien dans un duel aller avec Mats Pedersen, un remake de Bessèges, mais voilà, je pense que c'est typiquement le profil de coureur à gagner la première étape. Donc voilà, mais ensuite, effectivement, derrière, je pense que Tim Merlier, en termes de pointe de vitesse, c'est celui qui va le plus tirer son épingle du jeu. Donc, et puis en plus, il fait partie de Deceuninck Quick-Step qui vient sans Alaphilippe, sans Evenepoel. Pardon, c'est plus Deceuninck Quick-Step d'ailleurs. Soudal Mais Quick non, Step. On voit bien, tu vois pas le gros Soudal au milieu là, du coup on sait plus quelle équipe c'est maintenant. Il change chaque année. Donc, non, mais voilà. En tout cas, je pense que Tim Merlier va gagner. Mais voilà, mon petit pari, mon petit prono sur la première étape, il est joué. Mais j'avais parié que Hugo Page débloquerait son compteur sur Kuhn-Bruxelles-Turn. C'est raté. Donc, Ouais. je suis pas forcément à suivre sur les pronos. Et ouais, bah moi je suis d'accord pour Merlier, hein, forcément. C'est le sprinter en vue. Il est dans la meilleure équipe de sprint qui sera pour le coup construite autour de lui. Donc les étapes pour sprinter, je pense qu'ils vont verrouiller tout ça et puis l'emmener correctement. Moi, tu vois, sur la première étape, j'ai une cote que j'aime bien là, un coureur qui me plaît bien depuis quelques temps, c'est Jonathan Milan. L'Italien de la Bahreïn. Alors pareil, c'est un jeune, lui, il a 22 ans, il a remporté une étape sur le Saudi Tour en début d'année. On l'a vu un petit peu devant sur les classiques, sur le week-end d'ouverture en Belgique, là. Ouais, je pense que la première étape peut aussi lui convenir. Alors c'est un gars, il fait 1m94, 84 kg, mais même quand il y a des bosses, il est hyper puissant.
un petit peu, c'est pas tout à fait Arnaud Delis quand même, parce que Delis il est quand même un peu plus petit et plus léger, mais c'est sûr, ils peuvent viser le même profil de course, donc voilà mon petit pari. Voilà, pour la première étape, Jonathan Milan. Pourquoi pas? En vrai, Voilà. l'étape 1, ça ressemble à une étape, enfin, c'est une étape un peu teigneuse, tu vois. Enfin, ça bouge tout le temps, montée et descente. Enfin, c'est des petites montées, petites descentes, mais c'est quand même une étape un petit peu, qui pourrait ressembler à une petite Ouais, étape c'est une de classique, classique. quoi. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais. c'est une classique, quoi. Et en fait, au vu du début de saison, je me dis comment la victoire peut échapper à un jumbo. T'as Olaf Koy, Christophe Laporte, Tige Benoît. Ouais, mais Enfin, ils vont être autour de Vingard, plutôt. oui, mais est-ce que t'en as. Enfin, tu peux pas en faire. Enfin, pas deux qui peuvent jouer la game. T'en as quand même des mecs pour rouler. Hein. T'as Van Hooijdonk qui est là pour rouler aussi pour Vingegaard. Je sais pas, je vois bien un de ces mecs-là aller gagner la première étape, moi. Un des trois Jumbo. Je sais pas. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est possible. La porte, par exemple. Ouais, mais Ouais. Laporte, costaud, Laporte, en plus, il a pas eu sa carte à jouer. Et on en reparlera, hein, mais sur les grosses flandriennes, faut qu'il attaque avant tout le monde, hein, pour avoir une chance de gagner. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire, hein, à la Jumbo, là. Hein. C'est le premier qui attaque qui gagne, hein, donc voilà, faut pas attendre et protéger les autres. Bon, on cite quand même Arnaud Démare et Brian Cocard aussi, hein, les Oui. sprinteurs français qui seront dans le lot. Ça risque d'être compliqué, je pense. Ouais. Bah, en vrai, bizarrement, tu vois, je trouve que Cocard a plus de chance que Arnaud Demar. Je sais pas. Démarre, faut qu'il se rattrape de l'UAE Tour là. Ouais, ouais, l'UAE, c'est un peu catastrophique. Il a juste un top 10. Il fait 50e du général du sprint. Il termine environ 15e à chaque étape. C'est vraiment compliqué pour lui, quoi. Sachant que quand il est dans ses meilleurs jours, Arnaud Démare, il est vraiment très très fort. Là où Brian Cocker, lui, il a gagné une étape sur le Tour du Santos. Et je sais pas, je trouve que Brian Cocker a peut-être plus sa carte à jouer pour une victoire d'étape. Enfin, moi, si je devais choisir entre un des deux Français, je prendrais Cocker pour gagner une étape, ça c'est sûr. Ouais, ça va être compliqué pour les deux, parce que Cocard, il lui aurait fallu une arrivée un peu Mm. typique faux plat montant ou avec une Ouais, mini-bosse. C'est là qu'il excelle vraiment. Et puis Arnaud démarre. Déjà, j'espère que ça va bien se passer avec la cohabitation avec David Gaudu. avec Premier David Gaudur, test. hein. Donc, Ouais, s'ils prennent pas l'ascenseur ensemble déjà dans l'hôtel, ça va être compliqué. Donc non, mais d'ailleurs, j'espère que ça va pas pourrir la affecté. groupe FDJ, mais c'est clair que voilà, il y aura deux, trois sprints au maximum. Vu tous les coureurs qu'on a là, c'est dur d'y croire, mais écoutez, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ça Eh c'est oui, clair. on sait jamais, c'est pour ça qu'on aime le vélo, on n'est jamais à l'abri Mm. de surprises. On voulait finir l'émission par une question, alors assez ouverte, et vous pourrez aussi nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que, au vu de sa start list, Paris-Nice est repassé devant Tirreno Adriatico en termes de prestige de course? Voilà, on voit qu'il y a les deux derniers vainqueurs du Tour qui sont au départ. Alors déjà dans la perspective du Tour de France. Donc c'est un petit peu c'est la question qu'on voulait se poser. Et messieurs, vous devez pas y répondre en commentaire, mais directement maintenant. Et bah, c'est compliqué. Un duel France-Italie encore, un peu comme en 2006 à la Coupe du Monde de football. Non, non, mais plus sérieusement, c'est vrai que au vu de cette start list, je trouve que celle de Paris-Nice, elle ressemble plus à une start list de Grand Tour. Là où Tirreno, j'ai l'impression, bah, je vois des noms, hein, il devait y avoir Van Aert, il y a Van Der Poel qui est là, il y a du Guilhermet aussi, il y a du Pidcock. Voilà, ça me fait plus penser à une start list de classiques. Ouais, de classiques, oui. Mhm. Et en fait, je sais pas comment le voir, parce que Tirreno, c'est aussi un très beau parcours, avec beaucoup de belles étapes. Mais Paris-Nice, en fait, j'ai un peu le reflet un peu comme le critérium d'un mini Tour de France, quoi, entre guillemets. Et ça tape un peu plus à l'œil, il y a plus de visibilité à faire Paris-Nice. Et puis surtout, je sais pas, mais est-ce que la course Paris-Nice c'est peut-être pas un peu plus compliqué? Tu sais qu'il y a peut-être des meilleurs coureurs sur le plateau, donc tu vas aller te frotter à eux pour jauger ton niveau. Je sais pas, mais en tout cas par rapport au start list, ouais, c'est pas les mêmes coureurs en termes de catégorie, si on peut dire ça, qu'on retrouve sur les deux start list. Ouais, pareil. Alors, je ne pense pas qu'elle soit passée au-dessus de Tirreno Adriatico. Mine de rien, Paris-Nice, cette année, doit beaucoup
sa start list finalement aux deux grandes têtes Ouais. d'affiche et au Mm. duel Mm. qui est annoncé. Derrière, finalement, si tu les enlèves, la start list n'est pas meilleure pour moi que celle de Tirreno Adriatico, surtout que sur Tirreno, il y aura quand même la hype d'avoir Van Aert, Van Der Poel, voilà. Et puis Tirreno, mine de rien, voilà, en termes de sprinter, il y a un plateau qui est assez équivalent avec des Philipsen, des Jacobsen, etc. Et puis voilà, je dirais que sur Tirreno, en termes de coureur de course par étape, c'est plus un plateau digne d'un Giro, par exemple, avec des Vlasov, Mas, Hindley, Mm. justement on va dire des mecs qui se placent juste derrière les 2-3 fantastiques en montagne. Donc non, moi je trouve que c'est bien réparti, ça va rendre les deux courses très attrayantes finalement. Et puis bien joué ceux qui ont choisi d'aller sur Tirreno, parce que pour le coup, avec ni Roglic, ni Pogacar, ni Evenepoel et Ouais. ni Vingegaard, Il y a moyen Grosse d'avoir carte une à belle jouer. victoire, ouais. voilà, franchement, c'est une belle occasion d'avoir cette course au palmarès, parce que sinon, je pense que les quatre, ils vampirisent les trois quarts des courses par étape. Donc voilà, très bon choix d'être parti sur Tirreno. Donc bah voilà, moi je pense en tout cas les deux ont leurs arguments et on va assister à de belles courses. Donc en tout cas, je dirais que par contre, Paris-Nice, qui avait perdu un peu de son aura sur les 4-5 dernières années, voilà, où je pense que Tirreno, en termes de course par étape, était repassé devant. Voilà, c'est bien rattrapé et a bien rééquilibré la balance. Donc, je trouve ça bien. Ouais, c'est vrai que on est peut-être plus sur du rééquilibrage que parce que bon, il y a quand même plusieurs dizaines d'années, c'était Paris-Nice la course de référence de début de saison et c'était le premier affrontement. Après, Tirreno a su aussi attirer des grands coureurs, des vainqueurs de tour. Et c'est justement en voyant en me disant, mais tiens, en fait, les deux plus grands coureurs de grand tour, là, ils ont choisi Paris-Nice, alors que Pogacar, c'est la première fois qu'il va le faire. D'habitude, il était sur Tirreno Adriatico à chaque fois. C'était d'ailleurs l'année dernière, leur duel, il avait eu lieu sur Tirreno Adriatico. Donc, ouais, je trouve que c'est quand même assez significatif que les deux ils aient choisi cette course. À mon avis, c'est beaucoup pour courir en France. Je pense que le fait qu'il y a un chrono par équipe, euh, enfin, c'est aussi ça qui a dû les attirer. Donc, ouais, je me dis que Paris-Nice a peut-être des arguments à faire valoir aussi pour continuer à embellir pardon, ce plateau. Après, je pense qu'on est moins aussi dans des coureurs qui font que tout le temps les mêmes courses. De plus en plus, ils essaient de varier. Et quand c'est des grosses armadas, une année tu peux faire une course, une autre année tu peux faire l'autre. Quand tu es un leader, tu peux t'arranger un petit peu comme tu veux, mais en tout cas enfin voilà, c'est top, je trouve, pour Paris-Nice et pour le suspense qui est les deux ogres des courses par étapes au départ. Après, il y aura peut-être, du coup, on a ce duel Pogacar-Vingegaard dans Paris-Nice qui fait qu'on sait que c'est l'un d'eux qui va gagner. Alors que sur Tirreno, justement, c'est plus varié, quoi. Tu peux pas arriver et te dire, ça sera entre ces deux-là, quoi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de duels qui vont avoir lieu. Et en soi, ça rend quand même un point à Tirreno, quoi. Ce fait que, t'as du suspense qui va sûrement être là jusqu'au bout. T'as des coureurs qui sont là pour créer la surprise. Tu as des mecs comme Van Der Poel, Philippe Van Aert, voilà, on sait comment ils roulent et on sait ce qu'ils sont capables de faire. Tu as des gars comme Guilhermet, on les a vus capables de sortir leur épingle du jeu aussi. Pitcock qui fait un super début de saison. Franchement, tu sais pas vraiment à quoi t'attendre. Alors que sur Paris-Nice, justement, tu sais à peu près comment ça va se dérouler, quoi. Il va y avoir ces deux mecs qui vont faire leur course et puis derrière une course au podium qui sera quand même très intéressante aussi. Mais je trouve que niveau suspense et puis niveau entre guillemets, pardon, équilibre, je trouve que Tirreno marque vraiment un point là-dessus. Ouais, il y Dans a sa beaucoup, start il y list a en tout beaucoup cas. de, il y a beaucoup de classic men aussi. C'est Ouais, peut-être ça qui fait, comme tu l'as dit, hein, enfin comme vous l'avez dit tous les deux, c'est ce qui fait la plus grosse différence. On va quand même avoir une étape avec un profil de classique. Tu auras Pitcock, Van Aert, Girmay, Van Der Poel, Philippe qui vont se battre pour la victoire. Ça a quand même de la gueule. ouais, ça va être vraiment super intéressant à suivre ça en tout cas. Mais en tout cas, je crois que l'ami Henrik Mas, là, il a une occasion en or de peut-être aller Ouais, bah chercher ouais. l'unique course par étape de. Non, non, mais. Et puis Ouais. aussi, enfin, je pense que ça vient du profil des coureurs actuels, hein. Un Pogacar, il veut tout gagner.
Bon, il a gagné les 2 derniers Tirreno Adriatico, bah maintenant, Bah place oui. à Paris-Nice. Donc, non, c'est top. Franchement, je pense que là, on va avoir 2 belles semaines de Ouais, c'est ça, du coup, on vélodrome. va se régaler 2 semaines de suite. Ah Ah, ouais, c'est franchement, clair. c'est clair. L'étape on en reparlera, mais l'étape des Mm. murs sur Tirreno, il Ouais, va y avoir du vent à fond ouais, avec Van Aert. elle est Et géniale cette étape. T'as l'impression franchement, de revenir en arrière. voilà, ça s'est bien équilibré et je suis content que on devrait avoir un grand vainqueur sur Paris-Nice en tout cas, et peut-être que l'époque des Marc Soler qui gagnaient des Paris-Nice est révolue. Et révolu. Au Et final, bim, la punchline pour ça c'est terminer. dit. Ça c'est dit. Au final, le truc qu'on pourrait dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de duel entre les deux. C'est juste que les deux, elles se complètent parfaitement et que maintenant, on doit faire avec les deux et qu'il faut plus faire de guerre Paris-Nice-Tirreno. Il faut. Mais ouais, mais je suis d'accord. D'ailleurs, à un moment, moi je trouve ça cool qu'elles aient lieu, qu'elles se chevauchent, en fait. Ouais, Les coureurs puissent pas faire les deux. Quand ils parlaient de modifier le calendrier, il y en a qui disaient ouais, mais c'est pas normal que toutes les grandes courses, tu dois pouvoir les faire. En fait, moi justement, je trouve que la particularité de ce moment de la saison, c'est que tu as le choix entre 2 grandes courses par étape, et puis tu et peux c'est pas trop faire les bien. deux. Et puis bah voilà, des fois tu as un plateau. Bah voilà, qui s'équilibre là par exemple peut-être cette année, ou qui est meilleur sur Paris-Nice une année, sur Tirreno une autre. Mais je trouve ça cool justement que bah voilà, il y a même bah, maintenant elle se chevauche que d'un jour ou deux, mais avant Tirreno ça partait le mardi et ça finissait le mardi d'après, ou du mercredi au mardi quoi. Donc t'avais vraiment voilà, ça faisait une longue après-midi de vélo ou une après-midi à double écran et c'était magnifique. Ok, bah messieurs, je crois qu'on a fait le tour de cette édition le Paris-Nice. Mhm. On arrive à l'heure d'émission. On va libérer nos auditeurs. Merci beaucoup bah voilà, pour avoir décortiqué ce qui va peut-être se passer entre Paris et Nice pendant 8 étapes. Un petit mot de la fin peut-être. Et il est de retour sur une course de vélo par étape. Allez, Romain Bardet. Eh ben, hâte d'avoir ce beau spectacle et en tout cas, encore une fois, un plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. Eh ben, plaisir partagé, messieurs. J'espère à vous, chers auditeurs, chères auditrices, que vous avez également apprécié cette émission. En tout cas, si vous nous écoutez maintenant, c'est que vous avez tout écouté, donc c'est que ça doit être plutôt le cas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le petit pouce qui peut nous aider également. Un petit commentaire justement pour nous dire ce que vous pensez de ce Paris-Nice, qui va l'emporter entre Pogačar et Vingegaard. Est-ce que Gaudu arrivera à faire 3e? Mais surtout, il va faire froid peut-être sur Paris-Nice, donc n'oubliez pas de vous alimenter, car la fringale guette. À bientôt tout le monde, ciao ciao. Salut à tous, des bisous. Salut, ciao!